Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Très heureux d'être encore en votre compagnie aujourd'hui pour Laissez-vous d'accord de 10h47. Il est 10h47 jusqu'à 13h. Au menu aujourd'hui, jusqu'à 11h, on va parler de cette affaire qui surprend tout le monde. Un Algérien radicalisé, fiché S sous OQTF, a été libéré par la justice. On en parlera avec Amine Elbaï, juriste en droit public à Roubaix, auteur de « Je ne me tairai pas », publié chez Robert Laffont. Nos 4 débatteurs du jour de 11h à midi seront William Tay, président du think tank Le Millénaire, Pierre-Yves Martin, consultant, que vous retrouvez aussi dans Les Vraies Voix, et Farid Temsamani, consultant en intelligence économique et porte-parole de l'association Banlieue Plus. On parlera de l'appel de 50 personnalités du monde de la culture à ne pas effacer Gérard Depardieu, du maire qui refuse d'octroyer un chèque de Noël à la famille d'un émeutier qui aurait dégradé un poste de police, ça se passe à Villeneuve-le-Roi, et on rendre à la direction de l'Argentine où Javier Milei présente la facture aux organisateurs de manifestations pour les frais de maintien de l'ordre. Ensuite, on parlera à 12h05 de l'avion immobilisé à l'aéroport de Vatry dans la Marne qui est reparti vers l'Inde. On parlera du trafic d'êtres humains puisqu'il y a des soupçons de trafic d'êtres humains dans ce vol. On sera avec Nathalie Goulet, sénatrice UDI, auteure d'un rapport sur le sujet et auteure également d'un livre, l'ABCDR du financement du terrorisme. Enfin, le livre du jour, c'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi dans Les Vraies Voix, Jean Garrigue pour Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble. Ça commence le 14 juillet 1790, donc ça date à la fête de la Fédération, et ça se termine le 12 juillet 1998. Voilà à quoi je fais allusion. Vous voyez à quoi je fais allusion, pardon. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Un Algérien radicalisé, fiché S et sous OQTF, a été libéré par la justice. C'est une décision de la Cour d'appel de Versailles, une décision qui fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes en compagnie d'Amine Elbaï, juriste en droit public à Roubaix et auteur de « Je ne me tairai pas ». Amine Elbaï, bonjour. Bonjour Philippe. Tout d'abord, la Cour d'appel de Versailles a décidé de libérer du centre de rétention du CRA, donc un Algérien fiché S sous le cul d'une OQTF. Pour quelle raison ? Alors cette affaire, elle démontre très particulièrement l'amateurisme profond du gouvernement et des services du ministre de l'Intérieur, dans la mesure où cet Algérien, selon les informations du JDD, du journal du dimanche, a fait l'objet d'une condamnation pénale à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Et ce ressortissant algérien a fait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français qui est notifiée très classiquement à l'ensemble des ressortissants étrangers qui se voient refuser une demande de titre de séjour, alors qu'il aurait dû faire l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, qui est un arrêté qui est déjà prévu par la loi, qui est prévu par l'article 631-3 du CESEDA, et qui est approprié pour les faits de terrorisme. Concrètement, lorsque vous êtes étranger et que vous avez déjà été condamné pour des faits de terrorisme, vous pouvez faire l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, et vous pouvez être placé jusqu'à 6 mois en centre de rétention administratif, puis sous assignation à résidence administrative, afin d'être expulsé. Lui, ce n'était pas son cas, il n'a pas fait l'objet d'arrêté ministériel d'expulsion, il a fait l'objet d'une OQTF, et la Cour d'appel de Versailles n'avait pas d'autre choix que de le libérer, puisqu'il n'a pas fait l'objet d'arrêté ministériel d'expulsion. Mais est-ce que c'est une erreur, c'est ce que vous semblez dire, du ministère de l'Intérieur, de ne pas avoir fait d'AME ? Absolument. Alors là, c'est pas l'aide médicale d'État, évidemment, vous avez compris. Hein. C'est l'arrêté ministériel d'expulsion, pardon. C'est l'arrêté ministériel d'expulsion. Cet arrêté ministériel d'expulsion est prévu à l'article 631-3 du CESEDA. C'est le code d'entrée et de séjour des étrangers, le CESEDA. Et voilà. Du droit d'asile. Et du droit d'asile, c'est ça. Et quand bien même, d'ailleurs, vous êtes arrivé en France avant vos 13 ans, en matière d'infraction terroriste, vous pouvez faire l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Concrètement, le ministère de l'Intérieur s'est trompé de procédure, et par ailleurs, j'ajoute qu'à ce jour et à l'heure où je vous parle, 193 étrangers en France sont en situation irrégulière et sont par ailleurs inscrits au FSPRT. C'est un fichier de police de signalement des individus connus pour une radicalisation à caractère terroriste. Alors, leur simple, oui, allez-y. Mais leur simple situation irrégulière sur le territoire national doit pouvoir permettre de les expulser. Force est de constater aujourd'hui que la pratique avec l'Algérie et d'autres pays d'Afrique est très compliquée, puisque pour pouvoir procéder à l'expulsion de ces étrangers, il faut obtenir un précieux sésame diplomatique. C'est un laissez-passer consulaire. C'est-à-dire que
à la fin de la chaîne judiciaire et administrative, une fois que les juges ont confirmé la possibilité d'expulser un étranger, vous devez obtenir diplomatiquement de la part du pays étranger un laissez-passer consulaire pour exécuter la mesure d'expulsion. Force est de constater que ces pays ne permettent pas l'expulsion de leurs clandestins. Amine Elbaï, Gérald Darmanin avait annoncé une politique d'expulsion systématique pour les étrangers jugés dangereux après l'attentat d'Arras. Manifestement, c'est des paroles en l'air. Mais a-t-il les moyens, comme vous avez dit, que vu notre droit actuel, la justice était obligée de remettre cet individu en liberté ? Tous les juristes, tous les magistrats et tous les politistes savaient pertinemment que les déclarations du ministre de l'Intérieur étaient des effets d'annonce, puisque en réalité, aujourd'hui, le gouvernement n'a plus le pouvoir. Il n'a plus le pouvoir puisque, si je prends l'exemple de l'Algérie, depuis 1994, la France a négocié un arrangement administratif avec l'Algérie qui, désormais, laisse la possibilité aux États étrangers de décider si oui ou non ils peuvent récupérer leurs clandestins par la politique du laissez-passer consulaire. Concrètement, si vous n'avez pas de laissez-passer consulaire, vous ne pouvez pas, par la voie diplomatique, procéder à l'expulsion des clandestins. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une réponse politique et diplomatique beaucoup plus ferme. La France a des moyens, elle a des moyens qu'elle n'utilise pas. Par exemple, il est possible aujourd'hui, avec les États d'Afrique et d'Asie, de ne plus délivrer de visa aux pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Ça, c'est une mesure diplomatique possible. C'est une réponse politique qui serait d'ailleurs très forte. Mais force est de constater que une fois de plus, le gouvernement ne s'est pas donné les moyens diplomatiques pour pouvoir mettre en œuvre le fruit de leurs ambitions politiques. Alors, selon les données du ministère de l'Intérieur, sur le premier semestre 2022, 60 000 OQTF ont été prononcés et 4 500 seulement exécutés. Ça fait environ 7%. Est-ce qu'il ne faudrait pas rebaptiser les obligations de quitter le territoire français, IQTF, invitation à quitter le territoire français. Quand on a envie de partir, on part, sinon on part pas. Alors, c'est vrai que votre constat est très réel et il est juste. À ce jour, 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Elles ne sont pas exécutées parce qu'effectivement, je vous le disais, il faut obtenir de la part des pays étrangers un laissez-passer consulaire. Cependant, je tiens simplement à attirer votre attention sur le fait que le laissez-passer consulaire est une invention diplomatique. Il n'existait pas en France avant 1995. C'est-à-dire qu'à l'époque, le 19 octobre 1986, sous Charles Pasqua, le premier charter français qui avait été affrété vers le Mali pour expulser des ressortissants étrangers qui étaient entrés clandestinement en France, l'expulsion était possible sans laissez-passer consulaire parce que le laissez-passer consulaire n'existait pas. C'est une invention diplomatique que nos gouvernants ont malheureusement et implicitement acceptée il y a maintenant 20 ans. La seule réponse possible et souhaitable, c'est de mettre fin immédiatement à la politique du laissez-passer consulaire. Parce que cette politique du laissez-passer consulaire n'existe pas en droit. Elle n'est pas contraignante juridiquement. Les accords bilatéraux que la France a conclus avec les États étrangers ne sont d'ailleurs pas publiés au journal officiel de la République française. Ce sont des traités qui n'ont pas été ratifiés. La France a le pouvoir de reprendre sa diplomatie et doit également exercer sa pleine souveraineté juridique. On doit reprendre ce contrôle-là. Mais on pourrait également, sur cette question des OQTF, la comparer avec ce qui se passe au sein même de l'Union européenne. Regardez ce qui se passe chaque année à Lampedusa en Italie. Si nous ne remettons pas en cause le droit international, par exemple les accords Schengen, eh bien vous pourrez faire ce que vous voulez. Si un étranger décide par exemple, en vertu des accords Dublin III, de déposer une demande d'asile en Italie, qui vient en France se maintenir illégalement, la France ne pourra jamais l'expulser vers son pays d'origine, elle ne pourra que le reconduire à la frontière vers le pays dans lequel sa demande d'asile a été enregistrée. Donc voyez-vous, aujourd'hui, nous subissons toutes les aberrations du système juridique et administratif français. Amine Elbaï, il nous reste 40 secondes. Une question se pose quand même. L'intéressé, né en 83 à Oran, établi en France depuis 90, il avait pris 9 ans de prison en 2017, vous le dites, il avait rejoint Daesh en 2013 en Syrie. S'il commettait un attentat maintenant qu'il est libre, qui est responsable, qui est coupable? Il vous reste 30 secondes.
Eh bien, c'est évidemment le ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur a la responsabilité de délivrer à son encontre un arrêté ministériel d'expulsion et pas une simple OQTF. Voilà. Et par ailleurs, j'ajoute que le préfet a également le pouvoir de prendre une MICAS, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Il devrait, à mon sens, être assigné à résidence immédiatement avec un pointage 4 fois par jour au commissariat le temps de son expulsion. Merci beaucoup Amine Elbaï, juriste en droit public à Roubaix, auteur Je ne me tairai pas, publié aux éditions Robert Laffont. Juste après le flash, notre débat du jour avec nos 3 débatteurs, William Tay, président du think tank Le Millénaire, Pierre-Yves Martin, consultant, Farid Temsamani, consultant en intelligence et mode économique et porte-parole de l'association Banlieue Plus. On va parler de l'appel de 50 personnalités du monde de la culture à ne pas effacer Gérard Depardieu, du maire qui refuse d'octroyer un chèque de Noël à la famille d'un émeutier qui aurait dégradé un poste de police, et de Javier Milei qui fait payer les manifestants. Restez bien avec nous sur Sud Radio. C'est Jacques Pessis. La clé de votre vie, elle est très simple. Passez de joyeuses fêtes, de très belles fêtes. Vous les méritez. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Merci à vous Wendy Lenéillon. Bonjour Rémi André. Ah non, c'est pas Jean-Paul Delperrier, pardon. Oh là 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 là, quelle erreur. Vous allez dire, comme vous parlez des courses, que je suis un tocard pour faire une erreur pareille. Quels sont les pronostics du jour pour les courses hippiques? Oh, mais si vous souhaitez, je peux vous présenter la météo. Hein. Ah bah allez-y. Comme vous faites la pluie et le beau temps sur les courses, c'est pas trop compliqué pour vous. Voilà, nous serons aujourd'hui, mon cher ami, sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque pour le prix de la Suisse normande de 1300 mètres sur la piste en sable fibré avec 16 concurrents. Dans le numéro 5, investisseur, il porte bien son nom. Modèle de régularité, j'en ai fait mon favori. Devant le 4, Petit Pedro, 12, Kiss Mambo, 6, Sarah Spring, 16, Jen, 8, Freja, 14, Filio Power et 7, Magic Vati. 5, 4, 12, 6, 16, 8, 14 et 7 pour la sélection du jour en réunion 4 courses 5 sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 2, Hit River. Et encore hier, si vous m'avez suivi, vous avez touché tiercé, quarté et quinté. Concernant la météo, il devrait faire beau. Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier. Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Philippe David. Bonjour à tous, rebonjour à tous si vous êtes avec nous depuis 10h45. C'est l'heure du débat, un débat où on a le plaisir de recevoir William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Bonjour Philippe. Farid Temsamani, consultant en intelligence économique et porte-parole de l'association Banlieue Plus. Bonjour. Bonjour Philippe. Et enfin, Pierre-Yves Martin, consultant et également vraie voix, ses heures perdues. Ouais. Bonjour, ça change d'horaire. Hein. Exactement. Au menu de ces débats, on va avoir les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. On va parler de la tribune qui fait scandale. N'effacez pas Gérard Depardieu, une tribune signée par 50 personnalités du monde de la culture. On va parler d'un maire qui refuse d'octroyer une prime de Noël à la famille d'un émeutier qui aurait dégradé un poste de police. Et on finira avec l'Argentine où Javier Milei donne les factures aux manifestants, ce qui peut dissuader à mon avis certains de manifester. Allez, on va commencer par les coups de cœur, coups de gueule. On en parlait là justement dans le flash. On va commencer avec vous, Pierre-Yves Martin. Le prix des chambres qui va exploser pour les Jeux Olympiques. Et vous, c'est la préparation française des JO 2024 qui vous inquiète. Oui, ça m'inquiète beaucoup parce que semaine après semaine, on découvre des couacs, des sons divergents. C'est quant à la préparation de ces JO. C'est certainement dû au fait qu'en France, on a une superposition de couches administratives. C'est un vrai millefeuille. Il y a le gouvernement, l'État, la préfecture, la municipalité, le conseil départemental, la région. Et ça donne l'impression que personne s'entend et qu'il y a des couacs, des non-préparations. En tout cas, semaine après semaine, on entend des interventions d'élus, de dirigeants qui alertent, sensibilisent sur tel ou tel sujet, mais on voit pas de résultat. En tout cas, on voit pas de feuille de route jusqu'à l'été prochain pour
pour sécuriser cette préparation des Jeux Olympiques. Et du coup, c'est une forme de coup de gueule, de coup d'inquiétude par rapport au fait qu'on a un grand rendez-vous en 2024. Le quotidien pour chacun d'entre nous est pas toujours extrêmement positif et optimiste, heureux. Jour après jour, on a des mauvaises nouvelles. Et c'est vrai que cet événement de 2024, des JO, où la France va être au cœur du monde, est un événement important qu'il faut extrêmement bien préparé, structuré, organisé. J'ai l'impression que c'est pas forcément le cas à ce jour. William Tay, on est assez inquiet en voyant les JO, les lignes de métro qui seront pas terminées alors quand même qu'on sait depuis quelques années qu'on a les JO. La cérémonie d'ouverture sur la Seine dont on nous dit que pour la sécuriser, c'est strictement impossible. J'ai très peur, on se rappelle de la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid, le fiasco que ça avait fait, là on a peur d'un fiasco à la puissance 10. Oui, vous faites le bon parallèle entre les JO Olympiques 2024 et la finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que normalement, ce sont des événements sportifs qui sont censés faire briller la France et montrer l'exploit, la grandeur de nos réalisations et notre esprit de pouvoir réaliser quelque chose, et notamment des grands événements sportifs. On a vu que lors de la finale de Ligue des Champions, on était incapable de sécuriser un stade, notamment pour une soirée de finale des Champions avec des émeutiers, si c'est pour pas dire des racailles, qui ont saccagé le Stade de France et qui sont rentrés comme des barbares. Le point qui se pose, c'est plusieurs points. C'est est-ce qu'on sera en capacité de sécuriser un événement sportif de cette nature? 2, est-ce qu'on sera en capacité pour que les Parisiens aient le moins de désagréments possible lors des Jeux Olympiques. Il va falloir rentrer avec des QR codes dans certains endroits, ce qui est quand même hallucinant. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, tous les éléments pour lesquels on a choisi de faire les Jeux Olympiques à Paris se retournent contre nous. C'est-à-dire qu'on avait dit que ça devait profiter à Paris. Au final, est-ce que Paris sera dans un meilleur état après 2024 qu'avant 2024 ? Moi, je prends 2 parallèles. Pékin, vous prenez après 2008 et avant 2008, c'est pas la même chose. Londres après 2012 et avant 2012, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les JO ont servi à embellir la ville, améliorer l'offre de transport. Actuellement, je pense que aucun d'entre nous pense que les transports publics sont dans un meilleur état actuellement qu'il y a quelques années. Enfin, en tout cas, je pense pas, pour ceux qui prennent les transports publics parisiens, je pense pas non plus que vous avez été marqué par des grandes réalisations sportives, des grandes infrastructures qui sont en capacité de faire améliorer les infrastructures à Paris ou dans la proche banlieue, dans la première couronne. Il y aura la piscine olympique à Saint-Denis. Exactement. Mais c'est que des événements qui sont mineurs. Est-ce que aujourd'hui on a vraiment profité des retombées et de faire en sorte de pouvoir faire des grands investissements publics pour faire en sorte que Paris soit dans le meilleur état après les JO 2024 qu'avant? Et je pense que c'est la question qui se pose. Farid Temsamani. Ça a été souligné tout à l'heure, c'est le millefeuille. On a l'impression qu'en fait, il y a une inadéquation en réalité stratégique entre le sportif, la politique sportive de l'État tout court, et en réalité la politique communale que mène Hidalgo sur la commune. La réalité, elle est celle-ci. Ça a été justement dit, c'est que normalement, on a tous le souvenir, en tout cas moi j'ai le souvenir, même si j'étais très jeune, de Barcelone, où en 92. Réalité il y a un avant et un après. Ça c'est clair. Pour bien connaître Barcelone, c'est vrai. Exactement. Et or, en l'occurrence, sur Paris, on n'a pas l'impression. Pire, il va y avoir des désagréments pour les contributeurs, c'est-à-dire le citoyen parisien. On va vous demander de ne pas sortir. On a déjà commencé à proposer aux gens de faire du télétravail, c'est-à-dire qu'on sera quand même en juillet où traditionnellement on aime profiter des terrasses, le midi, le soir, sortir. Et en réalité, on a l'impression que ça va être essentiellement des désagréments pour les habitants. Donc moi, j'ai quelques doutes, et en tout cas, je rappelle qu'en fait, on a quand même eu l'échec de 2020 où en fait on postulait et finalement on n'a pas été pris. On est quand même revenu à la charge pour 2024. On l'a eu et on ne saisit pas cette occasion véritablement pour en faire quelque chose de beau, quelque chose de, même j'ai envie de vous dire, quelque chose qui rassemble l'ensemble des Français. On a l'impression que ça arrive dans quelques semaines, quelques mois, mais qu'en réalité, rien ne se passe. Autour de vous, que disent les gens des JO? Ils attendent ça avec impatience, ou ils disent, moi, je vais fuir Paris et l'Île-de-France si c'est possible? Ouais. William Tay disent plutôt ça. Oui, ils disent plutôt, et c'est dommage, parce que normalement, l'objectif des JO, enfin, c'est quand même fantastique. C'est-à-dire que normalement, l'objectif des JO, c'est quand même une grande fête populaire. Oui. C'est censé faire montrer que la France est capable de réussir quelque chose et en faire profiter en premier aux Parisiens. Alors que les premiers sacrifiés dans l'organisation de ces JO, ce sont les Parisiens et les habitants d'île, les franciliens de proches banlieues et de grandes couronnes. C'est-à-dire que la plupart des gens disent, ça va être trop cher, ça va être bondé, on ne sera pas en capacité de travailler. Comme on parle de l'offre de transport qui va coûter très cher et qui sera bondée, les gens se disent comment faire pour travailler dans ces conditions alors qu'il fera très chaud, et pour prendre les transports en commun qui seront bondés. Et c'est un ensemble de points qui fait que, est-ce que les Parisiens vont pas se retourner finalement contre l'organisation de ces JO, comme les habitants des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne? Il y a même, pardonnez-moi, mais il y a même un élément supplémentaire, moi qui commence en tout cas à trotter dans ma tête, c'est l'aspect sécuritaire. C'est on a peur en réalité d'être complètement débordé. Aujourd'hui, sans JO, sur un certain nombre d'éléments, on s'aperçoit qu'en vérité, les services de police, pour plein de raisons, en vérité, ne suivent pas forcément. Alors avec les JO et l'afflux, faut
pas se mentir. Vous avez des gens qui vont venir effectivement fêter les JO, mais vous allez aussi avoir des gens qui vont venir fêter la délinquance, tout simplement. Et donc, du coup, moi, j'ai véritablement peur sur cet aspect-là. Le mot de la fin là-dessus, comme c'était le sujet que vous avez choisi, Thierry Martin. J'ai pas forcément l'impression que c'est si concret que ça dans l'esprit des Français. Je trouve qu'il y a une difficulté quand je discute avec les uns et les autres. Il y a une difficulté à concrétiser, à visualiser ce que va être les Jeux Olympiques. Donc c'est encore un peu flou et du coup chacun n'a pas forcément pris sa décision sur comment il va se comporter pendant cette période estivale et qu'est-ce qui va vraiment se passer. Ce qui m'inquiète, pour terminer, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les élus, les dirigeants ne semblent pas du tout prendre conscience de l'importance de structurer, d'organiser, de préparer au mieux sur des sujets touristiques, mais aussi sécuritaires, comme vous le disiez. Mettez-vous d'accord, un premier lancement qu'on peut qualifier d'olympique pour les tours de table de nos invités. On se retrouve tout de suite pour les tours de table de William Tay et de Farid Temsamani. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Valérie Expert, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Philippe David. Mettez-vous d'accord avec nos débatteurs du jour, William Tay, président du think tank Le Millénaire, Pierre-Yves Martin, consultant, Farid Temsamani, consultant en intelligence économique et porte-parole de l'association Banlieue Plus. William Tay, votre tour de table, votre coup de gueule. Vous dites que la Macronie est en crise et qu'on est peut-être déjà à la fin du quinquennat Macron alors qu'il reste quasiment 3 ans et demi. On peut se poser une question légitime, c'est est-ce que le quinquennat est terminé pour Emmanuel Macron alors qu'il a été réélu il y a à peine 1 an et demi? Il y a plusieurs facteurs qui me font dire ça. Le premier, c'est la cote de popularité d'Emmanuel Macron. C'est que moi j'avais théorisé que lorsque vous passez sous la cote de popularité de 33%, vous entrez dans ce que j'appelle la spirale de la loose. Ça veut dire qu'en fait, là, actuellement on est 3 à pouvoir débattre. En fait, chaque personne qui soutient la Macronie se retrouve à 1 contre 2 et au final il abandonne tout petit à petit autour de lui et petit à petit en fait les soutiens de Macron vont avoir honte de soutenir Macron et c'est ce qui entraîne la spirale de la loose. Et je vais faire la transition du coup sur qui c'est arrivé dernièrement, notamment à François Hollande. C'est-à-dire que lorsque vous étiez arrivé sur François Hollande, une fois qu'il était passé durablement sous la barre des 33%, et il était rentré petit à petit dans la spirale de la loose. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, les soutiens de Hollande avaient honte de soutenir Hollande, ce qui a créé des défections, notamment qui a créé des frondeurs, ce que connaît actuellement Emmanuel Macron. Et en fait, petit à petit, les gens avaient honte à gauche d'être hollandistes et petit à petit se disaient plus de gauche que hollandais, et notamment ce qui avait convaincu le conduit à ne pas se représenter lors de sa réélection en 2017. Emmanuel Macron est dans la même situation à la mesure où maintenant qu'il est sur une cote de popularité qui est très faible, qui n'est pas en capacité de se représenter lors de la prochaine élection présidentielle, de plus en plus de députés vont se démarquer, vont pas dire qu'ils sont macronistes, mais centristes. Ils vont dire qu'ils ils sont social-démocrates, ils sont démocrates chrétiens, mais ils vont de moins en moins dire qu'ils sont macronistes. C'est-à-dire que petit à petit, chaque député va jouer sa carte, chaque ministre va jouer sa carte. Et petit à petit, la question que je pose, c'est est-ce que la Macronie ne va pas se déliter dans la mesure où il n'y a pas de logiciel idéologique, on ne sait pas ce que c'est que la Macronie d'un point de vue conviction politique, c'est incapable de le définir. Je suis pas sûr que quelqu'un puisse le définir concrètement. Je suis pas sûr non plus que ça va être durable comme le gaullisme l'était après le général de Gaulle, que des gens se disent macronistes dans les 10-15 années à venir. Et la question qui se pose maintenant, c'est que faire pour Emmanuel Macron à 3 ans et demi de la fin de son mandat? Pierre-Yves Martin, le macronisme c'est quoi? Vous avez 4 heures. Sujet de philo de William Tay. 4 heures, comme ça nous laissera le temps de bien articuler notre propos autour du en même temps, mais je trouve que en fait j'en sais rien. Quand je vous écoute, je suis complètement d'accord avec vous. Et j'observe quand même que Emmanuel Macron a réussi à s'imposer, à bouleverser le paysage politique lors de son premier mandat, et que du coup tout est possible, et que du coup peut-être que les règles anciennes, votre théorie entre guillemets inférieure à moins 33%, peut-être qu'elles s'appliqueront pas ou moins bien que ce qu'on pouvait prévoir. J'entends que il réfléchirait à éventuellement un remaniement très profond. Et donc du coup c'est peut-être ça aussi la solution pour lui, j'en sais rien, je suis pas pro ou anti-Macron, mais je me dis, voilà, s'il fait un remaniement complet et profond, il restructure ses équipes, sa garde rapprochée, et du coup il réussit à sécuriser ce sujet de prise de distance des différents ministres ou acteurs dirigeants qui pourraient être tentés de s'éloigner, puisqu'effectivement il ne se représentera pas. Ce qui est sûr, l'autre élément dans votre propos, auquel ça
me fait penser, c'est que c'est toute la sensibilité populaire de l'opinion publique, ce ras-le-bol, cette expression d'abattement, de contestation, de colère, qui à chaque fois, tous les 6 mois, tous les ans, s'exprime par des manifestations, par des actes X, Y, Z. Et en fait, après, il se passe rien. Et donc, du coup, il y a bien un moment, c'est exactement comme le sujet des banlieues, c'est que il y a des mouvements, il y a des constats, il y a des cris de colère, etc. Mais il se passe rien, voilà. Et donc, du coup, il y a bien un moment physiquement où il va se passer quelque chose. Farid Temsamani. Moi, je pense qu'il doit se passer quelque chose en janvier. Il va parler théoriquement. Oui, il va parler. Il le fait même très bien, généralement depuis sa première élection. Moi, je pense que la Macronie est morte le lendemain de sa réélection. Comme le chiracisme était mort le lendemain de la réélection de Jacques Chirac. En réalité, c'est les enjeux du pouvoir. C'est que vous n'avez pas de perspective avec la personne. Alors, il essaye toujours de dire, voilà, je vais gérer, moi, l'après Macron. Mais la réalité, comme ça l'a été souligné, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui sont soit députés, donc qui vivent plus ou moins de ce système-là, qui vont effectivement se déclarer soit centristes, soit social-démocrates, etc. Il y a une crise, à mon avis, qui est beaucoup plus profonde et qu'on sous-estime. Alors on l'a vu lors du premier mandat avec la crise des Gilets jaunes, mais là vous avez une accumulation et une crise pour moi qui est démocratique. En fait, le fait de ne pas assumer, ou en tout cas plutôt d'assumer le fait de ne pas avoir de majorité et de dire c'est pas grave, je vais gérer sans ça, sans prendre le risque, parce qu'on a bien compris qu'en fait les milieux économiques n'ont aucun intérêt à une crise politique dans notre pays, ce qui peut être compréhensible, et donc du coup, en fait, on ne veut pas rajouter à une crise politique. Or, que va-t-il se passer demain si qui que ce soit arrive au pouvoir et qui gérait de la même manière son gouvernement, c'est-à-dire à coup de 49-3 ? Va-t-on dire ah ben non, c'est pas possible pour Madame Untel ou Monsieur Untel ? Oui, mais le problème c'est qu'on l'a laissé passer pour X fois pour Monsieur Emmanuel Macron et Madame Borne. Exactement. Et moi je pense qu'on est dans une crise démocratique qui à un moment donné, va dépasser l'entendement. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que c'est des choses qui sont beaucoup moins gérables, beaucoup plus difficiles. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais à mon avis, ça va être compliqué. Il y a une association qui attend pour son avenir, c'est d'ici mardi soir, et c'est votre tour de table. C'est l'association Anticorps qui a fait une nouvelle demande d'agrément suite au retrait de celle-ci. On parlait tout à l'heure de crise démocratique, c'en est l'illustration pour moi. Vous avez une association qui est pour moi d'intérêt général, d'intérêt public. Alors c'est une association qui lutte contre la corruption et qui fait des dépôts de plainte. Exactement, qui a la possibilité de se constituer partie civile, effectivement, parce qu'en France, en réalité, seul sur un certain nombre de sujets tels que cela, le parquet en a la capacité. Et là, vous avez, grâce à son agrément, la possibilité pour cette association, il me semble qu'il y en avait d'autres également, la possibilité de le faire. Et on a, grâce à ce type d'association, un certain nombre d'affaires qui sortent ou qui sont exposées d'un point de vue judiciaire, qui n'auraient jamais pu l'être en réalité sans ce type d'association, de gens intègres, de gens compétents. Et moi, je trouve ça assez hallucinant qu'on se pose la question. Et puis, c'est un dossier qui est assez particulier parce qu'ils ont un agrément depuis 2015. Oui. Il me semble que c'était la garde des Sceaux Taubira, de mémoire, qui l'avait accordé. Ensuite, le successeur ou la successeur de Taubira, Madame... qui est prof de... Oui, je vois sa tête, qui est prof de droit à Toulouse. Exactement. Non, c'est pas... Non, il y a eu Urvoas, c'est vrai. Après... Mais Urvoas n'a pas eu l'occasion de renouveler l'agrément. C'est Belloubet. C'est Belloubet qui est renouvelé. Et là, en réalité, vous avez un Premier ministre qui s'appelle Jean Castex, qui fait une erreur, c'est-à-dire qui fait un décret de renouvellement, mais qui, en réalité, ses services se plantent. Et donc, du coup, on prend ce texte-là, en fait, à leur décharge pour leur dire, en fait, on va vous le retirer. Et en réalité, on sait pertinemment que derrière, il y a des pressions énormes, en réalité. Et c'est pour ça que la crise démocratique, elle couve. Parce qu'en réalité, ce sujet-là, dans une république bananière, autre que la France, on vous dirait, oui, bon, d'accord, etc. Mais en France, le fait de se dire, nous n'allons pas donner d'agrément pour une association de anticorruption, moi, je trouve ça assez dur. William T. C'est vrai que ça pose question, comme c'est quand même Anticorps qui s'est porté partie civile dans des affaires concernant des très proches du pouvoir. Oui, mais moi, il y a deux points que je vois. La première, globalement, il y a beaucoup d'associations qui sont payées par le contribuable français et qui agissent quand même contre la France. C'est-à-dire qu'Anticorps multiplie les plaintes à longueur de temps contre tout l'ensemble des personnalités politiques.
d'un côté, parfois c'est justifié, parfois c'est manifestement abusif, et ça participe au fait que les politiques maintenant ont peur du risque qu'on appelle le risque pénal, et qu'ils ont peur d'entamer la moindre action, parce qu'à l'heure actuelle, on porte plainte pour quasiment n'importe quoi, et il y a un ensemble de politiques qui ont peur, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron à propos de son ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui avait dit il faut qu'il gère son risque pénal, notamment sur la question de la crise sanitaire. Absolument. Le deuxième point que je vois sur la question d'anticorps spécifiquement, c'est est-ce qu'il faut forcément que ce soit le contribuable, parce qu'au-delà de la question de l'agrément, ça veut dire que l'État, d'une manière ou d'une autre, donne des subventions publiques. Pas pour Anticorps. Ils ont zéro subvention. Mais quand même. Justement, ils dénoncent justement le principe de la corruption, ils n'en reçoivent pas. Oui, mais à partir du moment où vous avez un agrément, vous avez un ensemble de dispositifs qui vous permettent notamment de défiscaliser les dons, etc. Non. Donc, Anticorps, ce sont des gens qui contribuent à titre personnel. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mettent de leur argent, de leur fortune personnelle, etc. Le seul avantage que Anticorps a par rapport à d'autres associations, c'est qu'il a la possibilité de lester en justice d'un point de vue juridique, et donc du coup, il a quasiment, et là, c'est vrai, on peut se poser la question sur le poids. En réalité, il a quasiment la même capacité qu'un procureur de la République. Or, vous savez tous que le procureur de la République, en fait, est la main de la place Vendôme. Du garde des Sceaux. Exactement. Et donc du coup, vous aviez... Alors, peut-être qu'il y a des excès, je dis pas le contraire, mais on est dans un pays où on a besoin de transparence, où on a besoin, sur des affaires de corruption, que la justice puisse passer. Cour et Pierre-Yves Martin. J'arrivais sur mon dernier point. Le point essentiel que moi je vois, c'est que l'action publique aujourd'hui est entravée par une judiciarisation de la vie politique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez tenter quelque chose, vous parlez des élus qui bougeaient pas. Quand un élu veut construire une mairie, il est bloqué par un ensemble d'associations qui portent plainte ou qui font des recours administratifs pour bloquer le permis de construire, les délivrances. Et sur cet ensemble de points, moi je pense qu'il paralyse l'action publique. La question qu'on veut, c'est est-ce qu'il faut avoir une action publique qui est très efficace, ou est-ce qu'il faut se battre éventuellement contre 5-10 corrompus, parce qu'il faut rappeler que sur les 600 000 élus qui constituent la France, et la plupart d'entre eux sont parfaitement honorables. Ça rejoint bien ce modèle français que j'évoquais tout à l'heure, et cette superposition, cette complexité administrative. Juste pour rebondir, effectivement, votre propos pose interrogation. En tout cas, ça a le mérite de se poser la question de savoir s'il y a trouble ou pas entre cet événement que vous évoquez et une volonté politique ou du pouvoir. La question que je me posais, moi, c'était est-ce que cette association a des moyens pour obtenir son agrément? Est-ce qu'elle a des moyens de faire appel, de contester, ou est-ce qu'elle est obligée d'accepter la décision? Elle a, contre la décision qui a été précédemment rendue, effectivement, elle est partie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été dénoncé par des gens intérieurs à Anticorps, et c'est là, alors on parle d'intelligence économique, hein, c'est que parfois vous pouvez être également, même à ce niveau-là, être infiltré par des gens qui ont eu d'autres vocations que réellement l'objet de l'association. Oui, ils sont au tribunal, ils sont, si je dis pas de bêtises, au Conseil d'État ou devant la Cour de cassation. Mais l'agrément, en réalité, qu'ils auraient retiré, ils peuvent le redemander, sauf que ça dure, oui, j'imagine que ça doit être long. Et vous avez entre-temps un certain nombre d'affaires qui vont tomber à l'eau, tout simplement. Oui. Okay. Et donc voilà, vous avez votre réponse. Juste un dernier mot, Philippe. Oui. En réalité, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas extra-judiciariser la politique française. Mais n'oublions jamais, c'est du denier public. C'est du denier de l'ensemble des citoyens, c'est pas du denier privé. Et je suis désolé, lorsqu'il s'agit du denier privé, on doit être encore plus exigeant que lorsqu'il s'agit de mon argent privé. Mettez-vous d'accord avec Farid Temsamani, William Tay, Pierre-Yves Martin dans quelques instants, après les tours de table, les débats. On va parler de cet appel de 50 personnalités du monde de la culture qui disent « N'effacez pas Gérard Depardieu ». On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Mettez-vous d'accord avec William Tay, président du think tank, je prends pas l'accent, j'ai pas dit think tank, think tank le millénaire, Farid Temsamani, consultant en intelligence économique et porte-parole de l'association Banlieue Plus, et Pierre-Yves Martin, consultant. N'effacez pas Gérard Depardieu, c'est un appel signé par 50 personnalités du monde de la culture, alors que l'acteur est visé par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle, et que ses propos diffusés dans Complément d'enquête ont suscité l'indignation de personnalités, Alors cet appel est signé par des personnalités comme Nathalie Baye, Nadine Trintignant, Benoît Poulvord, Pierre Richard, Charlotte Rampling ou encore Carla Bruni, qui appellent à ne pas se substituer à la justice et à permettre à ce géant du cinéma de continuer à jouer.
Qui veut réagir le premier? Pierre-Yves Martin? Ouais, volontiers. Moi, ça commence. Merci Philippe. Ça commence sérieusement à m'agacer cette histoire de médiatisation de ces affaires qui sont en cours. Je comprends pas. Alors, j'entends qu'il y ait des tribunes pour ou contre. C'est la démocratie. Chacun s'exprime. Parfait. Mais là, il y a une espèce de. On a l'impression que la justice se vit sur les plateaux de télé, sur les plateaux de radio, dans les médias, dans les journaux, et que du coup, il y a une telle pollution que je me mets à la place de ces juges qui vont finir par engager des actions. Je me dis, mais comment peuvent-ils s'assurer et travailler sereinement en toute impartialité, en toute neutralité, si pendant des semaines et des semaines, de leurs chastes oreilles, ces personnes ont pu entendre des éléments erronés ou vrais mais il y a un truc, je me dis par rapport à notre modèle de société, il y a vraiment un truc qui tourne plus rond, quoi. C'est-à-dire que on se substitue à la justice pour commenter, pour faire des actions. Rien ne semble respecter, en tout cas le fameux ni la présomption d'innocence, voilà, chacun avec l'accès à l'information, cette révolution de l'information qui est formidable, mais qui en même temps est hyper dangereuse. Donc du coup maintenant tout le monde croit savoir tout, a accès à tout ou pas, et du coup commente, interprète, surinterprète. On vit dans un monde complètement fou. William Tay. Ce que je trouve amusant, c'est que beaucoup de personnes défendent l'état de droit, sont les premiers à manifester pour apporter la démocratie dans le monde et dire que chaque personne a le droit au respect, notamment des droits de l'homme, parce que ça a été créé par la France. Seulement, les premières personnes qui disent ça sont les premiers à avoir une présomption de culpabilité, ne pas respecter l'état de droit et dire que, en gros, il faut juger les personnes par un tribunal médiatique et populaire, selon ce que faisait la Terreur et Robespierre, plutôt que de penser aux principes de la justice les plus fondamentaux. Je fais aucune référence aux Insoumis, à Sandrine Rousseau, ils se reconnaîtront eux-mêmes. C'est quand même ça s'appelle un déni psychanalytique quand on dit ça comme ça. C'est quand même un point qui est fantastique, c'est-à-dire que on est les premiers à donner des leçons à la planète entière, mais on n'est pas les premiers à pouvoir les appliquer, et c'est ce qui nous a reproché un peu sur l'ensemble du globe. Sur l'affaire Depardieu, on a une difficulté, c'est que notamment depuis l'affaire MeToo, on a encouragé les femmes notamment à pouvoir s'exprimer, à pouvoir porter plainte et à faire part des gestes les plus déplacés dans chacun des points de la société, que ce soit au niveau de la presse, des entreprises, etc. Par contre, le pendant de ça, c'est qu'on a créé une présomption du fait que les femmes avaient toujours raison. Mais ce n'est pas ça. Encourager la parole des femmes ne veut pas dire qu'elles ont toujours raison. C'est juste les encourager à les porter plainte. Et on est allé beaucoup trop loin dans l'affaire MeToo, et c'est en train de se retourner contre nous, parce que lorsque vous regardez des personnes de type similaire auxquelles ils ont eu une présomption de culpabilité et qui ont perdu des millions de dollars et qui ont vu leur carrière arrêtée, je pense à Kevin Spacey, à Johnny Depp. Et dont certains ont été innocentés, d'ailleurs. Innocentés, justement. Comme Kevin Spacey. Et Johnny Depp notamment. Et ça pose quand même problème, parce que pour la tribune, moi je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que si à minima on sait qu'il a un comportement déplacé, à minima, dans le meilleur des cas. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit arrêter de travailler, parce que imaginons qu'il soit innocenté dans cette affaire. Qui va lui rendre sa carrière? Qui lui rendra son honneur après avoir eu son nom sali? Je vous arrête, le footballeur Benjamin Mendy, qui a été blanchi de toutes les affaires de viol, personne s'est plaint, il a perdu des millions d'euros de salaire à Manchester City. Et moi, la question que je pose, c'est que de toute façon, dans le milieu, les gens ont quand même, ça se joue sur un milieu qui est réputationnel, notamment en tant qu'acteur. Si Depardieu se comporte comme ça, de manière déplacée mais non criminelle, est-ce que les personnes qui l'embauchent ne peuvent pas mettre en place un système pour faire en sorte qu'il ne se comporte pas de manière déplacée contre certaines femmes? Farid Temsamani. Bon, il y a plusieurs choses. Le temps médiatique, c'est pas le temps judiciaire. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, les juges sont formés pour justement faire abstraction de ce qui peut se dire, et puis ils instruisent de manière factuelle. Moi, je suis un peu gêné sur cette tribune, en réalité, parce qu'il n'y a pas un mot sur les potentielles victimes. Concernant Depardieu, il est absolument pas question de remettre en cause ni le talent, ni la magnifique carrière et le monstre du cinéma français et international qu'il peut être. La réalité, c'est que ça a été dit, c'est assez compliqué lorsqu'on est une femme dans un système historique tel que le nôtre, en vérité, pour pouvoir un jour s'exprimer. Et je vais mettre sur un parallèle qui ne concerne absolument pas Gérard Depardieu. La notion d'inceste, par exemple, c'est très compliqué d'évoquer l'inceste que potentiellement vous avez subi lorsque vous êtes victime, enfant, etc. C'est très délicat. Et le viol, c'est la même chose. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas minorer
le fait que des femmes soient assez courageuses de porter l'affaire devant les tribunaux. Très souvent, lorsque vous avez affaire à quelqu'un de puissant et d'assez important, eh bien, vous ne le faites pas. La justice nous dira, en l'occurrence, si c'est avéré ou pas. Et si c'est non avéré, vous avez dans le code pénal français la possibilité de vous retourner contre celui qui a porté plainte de manière abusive. C'est aussi simple que ça. Mais, s'il vous plaît, ne minorons pas la violence que les femmes peuvent et le symbole que ça peut donner, parce que ça donne le symbole d'une justice pour les forts et une justice pour les faibles. Or, vous avez des tas de femmes aujourd'hui, d'ailleurs, probablement qui nous écoutent, qui subissent ou qui ont subi ce type d'agression et qui ne peuvent pas s'exprimer parce que potentiellement c'est un patron, potentiellement c'est un chef de service ou un voisin ou même parfois un mari. Mais j'ai pas l'impression que le sujet soit de minorer ou pas. J'ai l'impression. La tribune, en tout cas, elle clairement, il n'y a aucun mot pour les femmes. Oui, mais alors deux éléments de réponse. Le premier, c'est que c'est une tribune, donc ils réagissent par rapport à ce qui a été dit dans les 2 dernières semaines. D'accord ? À tort ou à raison, vrai ou faux, on n'en sait rien. Donc voilà, ils font leur job de tribune, ils ont pris une ligne d'argumentation qui est celle-là. Voilà, moi personnellement, j'aurais peut-être pas forcément mis en avant la qualité artistique et professionnelle de Gérard Depardieu en premier argument, mais chacun défend ses idées. Ses goûts cinématographiques ou musicaux. Moi, je trouve qu'il y a derrière tout ça, il y a deux enseignements. Un, le rapport au temps. C'est qu'on est incapable de respecter ce rapport au temps. Et 2, par rapport à votre terme de minoré, en fait, on est dans une société où on n'est absolument pas modéré. C'est que tout s'enflamme très très vite et ça part dans tous les sens. Et donc, du coup, c'est dénué de raison et d'intelligence. William T. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça et personne ne remet en cause et puis pour ceux qui ont regardé le complément d'enquête, personne ne félicite Gérard Depardieu pour son comportement. Donc on n'est pas là à minorer les violences auxquelles subiraient les femmes. Le point essentiel, c'est est-ce que lorsqu'une personne est inculpée depuis MeToo pour viol ou pour agression sexuelle ou tous les autres faits qui peuvent relever de ce type d'infraction, est-ce qu'on est obligé de mettre en place la spirale médiatique, notamment, et toute l'inquisition qu'il y a contre cette personne ? Parce qu'on ne parle pas uniquement de faire disparaître Gérard Depardieu et de dire qu'il est éventuellement coupable, il faut qu'il soit coupable. Il faut que sa carrière s'arrête maintenant. Et même pire que sa carrière, il faut enlever tous les films. C'est comme s'il n'a quasiment plus existé. C'est comme si Staline supprimait les photos de Trotsky, etc. Enfin, oui. On est quand même un peu à là. Il y en avait d'autres aussi qu'on supprimait. Non, mais faut quand même rappeler, exactement, il faut quand même rappeler ce contexte lorsque des personnalités s'expriment en faveur de Depardieu. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui s'expriment en faveur de Depardieu, est-ce qu'elles sont du bon côté de la barrière ou du mauvais côté de la barrière ? Lorsque vous dites, oui, il y aurait une justice pour les puissants, les personnes qui s'expriment en faveur de Depardieu seront vraisemblablement mises au banc du banc médiatique, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas du bon côté de la barrière. Le bon côté de la barrière actuellement, c'est de soutenir la victime et de dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Depardieu est un coupable, est un gros porc, et il doit être inculpé, on doit supprimer son existence, faire disparaître tous ses films et faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. Moi, je pense qu'il y a quand même une distinction entre porter justice et dire que si par cas Depardieu est coupable, eh ben, il doit être coupable, et de l'autre côté, faire tous les excès possibles, notamment celle de la cancel culture. Farid Temsamani, vous avez parlé tout à l'heure, William Tett, Sandrine Rousseau, quand vous voyez que c'était passé à la télé où elle dézingue complètement Julien Bayou sur ce type d'affaires, on se dit que finalement, le tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville, c'était un peu ça, mais à l'époque, il n'y avait pas la télé. Exactement. C'est là où ça pose question quand même. Bien sûr que ça pose question. On est là en train d'en débattre. Et en réalité, l'époque, c'est l'époque qui veut ça. Ce que je réitère ce que je disais tout à l'heure. C'est juste que, attention à l'impact que ce type de tribune, encore une fois, tout le monde est libre d'écrire ce type de tribune. Je pense que la quasi-majorité des signataires n'ont absolument pas lu en réalité, ou en tout cas écrit le moindre mot de cette tribune. C'est juste que la moindre des choses, parce que probablement que même parmi les signataires, vous avez des gens qui ont subi ce type d'agression sexuelle, eh bien, faut faire attention parce que le signal que vous envoyez peut être dévastateur. Alors bien sûr, moi je suis plutôt pour la nuance. Encore une fois, Gérard Depardieu est un immense monsieur et je suis absolument contre le fait de vouloir effacer de la culture populaire ou quelques traces. Je pense que les gens ont une vie. Bien, pas bien, peu importe, ils ont une vie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Exactement, la réalité, c'est jamais blanc ou noir, et qu'il faut être beaucoup plus nuancé. Néanmoins, je le redis, nous sommes dans une époque où il y a eu MeToo. Alors, il y a eu des excès dans MeToo, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la réalité, c'est extrêmement compliqué pour les femmes.
de parler lorsqu'elles ont eu affaire à ce type de comportement, et que le symbole, ou en tout cas l'image qui peut être renvoyée à travers ces tribunes, c'est de dire, eh bien c'est moins grave parce que nous avons affaire à quelqu'un d'extraordinaire. Encore une fois, je pèse mes mots, c'est un acteur extraordinaire. Ça n'empêche pas que un certain nombre de ces comportements pourraient être, à mon avis, pourraient poser problème. Vous êtes bien d'accord vous êtes bien sûr, mettez-vous d'accord sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants pour nos prochains sujets avec nos débatteurs du jour. William Tay, Pierre-Yves Martin, Farid Temsamani. Un maire refuse d'octroyer un chèque de Noël à la famille d'un émeutier qui aurait dégradé un poste de police. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Retour de mettez-vous d'accord avec nos débatteurs du jour, William Tay, Pierre-Yves Martin, Farid Temsamani. Un maire refuse d'octroyer un chèque de Noël à la famille d'un émeutier qui aurait dégradé un poste de police. Pour l'élu LR de Villeneuve-le-Roi, en banlieue parisienne, il s'appelle Didier Gonzalez. Ce n'est pas aux Villeneuvois pénalisés de faire un cadeau exceptionnel à la famille. Farid Temsamani, vous êtes porte-parole de Banlieue Plus, c'est pour ça que je vous donne la parole en premier. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de ce maire ? À première vue, j'ai envie de dire, il a complètement raison. Je veux dire, pourquoi le denier public irait à ceux qui ont fauté ? Maintenant, est-ce que c'est son rôle à lui ? Alors, il se trouve qu'en l'occurrence, l'enfant, enfin le gamin, j'ai envie de dire, il a 19 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. Ouais, il a été condamné par la justice. Oui. Donc, en fait, il a été reconnu coupable, effectivement. Est-ce qu'il vit toujours avec sa famille ? Est-ce que c'est à sa famille de payer ? C'est l'éternel débat. Vous savez, dans un certain nombre de quartiers populaires, où, en fait, les familles de trafiquants, dorénavant, en fait, peuvent être expulsées des logements sociaux. Et en fait, pour vous faire prendre conscience, moi je trouve ça très bon en réalité. Là, on a plus l'impression qu'on est dans la recherche du buzz médiatique, et donc on peut se dire bon voilà, c'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi pas ? Moi je suis pas absolument pas contre. Pierre-Yves Martin. Alors moi, plusieurs éléments. Philippe, vous avez dit la famille vous avez utilisé le terme de famille d'abord. Oui. Donc du coup, pour moi, famille, ça peut être très élastique. Oui, c'est un des membres de la famille a dégradé un poste de police, donc le maire donne pas le chèque à cette famille en disant qu'ils l'ont mal éduqué. Et du coup, vous avez dit qu'il aurait dégradé. Oui. Alors du coup, il a été dégradé, oui. Il a été condamné. J'en sais rien du tout. Enfin, il me semble qu'il a été condamné. Alors après, est-ce qu'il s'est pourvu en appel ? Oui, non, mais d'accord. Mais c'était juste la question qui se pose, c'est ça sent pas mal quand même. Est-ce qu'on doit sanctionner toute une famille parce qu'un membre de la famille a fauté ? C'est le but de la question. Et l'autre, le premier élément de réponse, Philippe, c'est que il y a quand même ce sujet de je me mets à la place de. Je sais pas si c'est dans les responsabilités, dans ce qu'on attend d'un maire, que de décider s'il peut donner ou pas en fonction de tel ou tel critère. Moi, je trouve que notre époque est quand même extraordinaire, et pas dans le bon sens du terme, parce que chacun se substitue à d'autres, prend des périmètres qui bougent, qui sont mouvants, sans forcément que ça soit acté, validé, officialisé. Je trouve ça très surprenant. L'autre élément, c'est et c'est un élément d'étonnement, c'est qu'on est sur une sphère communale, donc on imagine quand même une notion de proximité. Et je trouve que c'est un message qui est certainement vrai, certainement juste, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même violent. Ça veut dire que cette famille va être victimisée, mise à l'écart. Et finalement, est-ce que jusqu'où va la responsabilité d'une famille par rapport à un de ses membres ? Et moi, je sais pas répondre. Je trouve ça plus majeur. C'est majeur. La notion de responsabilité légale, pour moi, elle s'arrête. Elle s'arrête à 18 ans. Et si on extrapole, pardonnez-moi, ça veut dire que demain, je ne paye pas mon parc-mètre dans la commune. Potentiellement, je n'ai plus accès à un certain nombre d'aides potentielles de la commune. Et ça pose véritablement problème. Mais sur le symbole, si vous voulez, symbole, j'ai bien compris. J'y suis plutôt favorable. William Tay. L'un des grands problèmes de la France, c'est qu'on arrive à une culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que les actes n'entraînent pas de conséquences. C'est-à-dire que vous pouvez fauter, vous pouvez faire un certain nombre de conneries, vous n'allez jamais en payer les conséquences. Je pense que ce qu'essaye de faire ce maire, c'est essayer de rétablir un peu de justice dans notre pays, dans la mesure où on n'a toujours pas tiré la moindre conséquence des émeutes de banlieue. C'est-à-dire qu'actuellement, on attend toujours le grand plan d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron pour pouvoir restaurer l'ordre dans les quartiers perdus de la République et faire en sorte que l'ordre règne. Un des principaux points, notamment de ces émeutiers, c'est que la plupart d'entre eux étaient mineurs, et donc du coup se pose la question, au grand principe qu'avait porté Gabriel Attal, de la question de l'éducation. Est-ce que c'est l'État qui est responsable de l'éducation des gamins, ou est-ce que l'État est responsable de l'instruction et que ce soit les familles qui soient responsables de l'éducation
l'éducation. Est-ce que ces enfants se comportent mal en raison de l'éducation française et de la culture de la République française, ou est-ce que c'est les parents qui l'ont mal éduqué? Moi, je pense que c'est une responsabilité qui est parentale, notamment du fait que les parents n'ont pas inculqué un ensemble de valeurs qui nous permettent de distinguer ensemble ce qui est bien et ce qui relève du mal. Et je pense que sur un ensemble de sujets, lorsque vous commettez une faute, vous devez être mis au banc d'une société pour faire en sorte que le symbole puisse encourager d'autres personnes à se comporter convenablement. Si par cas, cette personne est mise au banc pour une prime de Noël qui est compris entre 40 et 80 euros, on parle pas d'un... Oui, c'est pas un montant colossal. C'est pas l'euro million. Non, c'est pas des conditions qui leur permettent de ne plus vivre ou quoi que ce soit. Ça leur permet de faire comprendre, notamment à eux qui vont raconter leur histoire à d'autres personnes qui sont des cas similaires, comment il faut se comporter, comment il faut faire en sorte que l'enfant puisse se comporter le soir. Lorsqu'on a vu les émeutes, notamment de banlieue, on s'est tous félicités que notamment certains parents soient partis chercher les gamins, les tirer de ces émeutes et les foutus dans la bagnole pour les faire rentrer chez eux. Et je pense que c'est le type de comportement qu'il faut encourager et que le maire, certes, il va un peu tout seul comme un cow-boy, mais de toute façon, c'est parce que l'État est en incapacité de faire régner l'ordre et la justice dans notre propre pays. Mais c'est vrai, on me parlait par exemple de conditionner les allocations familiales et les aides aux familles qui n'avaient pas de délinquants. Ça vous paraît surréaliste ou pas? Je crois que c'est déjà potentiellement, mais peu appliqué. Vous savez, dans l'éducation nationale, lorsque vous avez un enfant qui commet un certain nombre de dégradations ou qui, par exemple, ne vient pas, par exemple, à l'école, etc., vous avez potentiellement du signalement, dont la conséquence, effectivement, c'est le retrait d'un certain nombre d'allocations, par exemple. La difficulté, on en revient toujours, est-ce que c'est l'État qui organise ? Donc, ou est-ce que c'est individuel, ou est-ce que c'est chaque famille, etc. Malheureusement, le débat de l'instruction de l'éducation, en fait, c'est un faux débat, puisque dans notre pays, en tout cas, le ministère, il s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. Et dans le code de l'Éducation nationale, en réalité, il y a un peu plus que de l'instruction. Oui. Il y a véritablement une notion d'éducation. Oui. C'est peut-être choquant pour un certain nombre d'entre nous, mais c'est la réalité de notre pays. Vous avez complètement raison. Et en parallèle, il y a aussi ce sujet de manque de responsabilisation de la part des parents. Complètement. Voilà. Complètement. Et en fait, du coup, les deux associés font un résultat catastrophique. Et ça a été dit tout à l'heure. En réalité, on paye ici une déresponsabilisation des parents, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle moi je suis pas contre le fait de dire, déjà je trouve ça moralement assez fou que cette famille-là, finalement, quand on sait que son enfant en fait a commis et a été condamné, puisse aller réclamer cette aide-là. Mais c'est là que vous voyez la notion de responsabilité légale. Qu'est-ce que l'on fait? On a un enfant qui a fauté. Est-ce que éternellement il va être au banc de la société? Eh bien, c'est une véritable question. Oui, pas éternellement, mais c'est une personne qui a participé à des émeutes urbaines, donc qui a endommagé le bien public, notamment des habitants de cette ville. Est-ce que les habitants de cette ville doivent payer pour quelqu'un qui a dégradé un bien public auquel ils doivent non seulement réparer le bien public, mais ensuite après faire en sorte qu'une aide doit être versée? C'est la première question qui est posée. La deuxième question qui est posée, c'est que de toute façon, tant qu'on restera sur un principe auquel l'État est responsable de tout, ça veut dire que l'ensemble des personnes qui habitent dans des quartiers populaires vont pouvoir tenir la même rhétorique qu'ils tiennent depuis 30 à 40 ans. C'est l'État qui est responsable de tout, des crimes de colonisation, etc. Tant qu'on ne changera pas de principe, tant qu'on ne changera pas de discours, on continuera comme avant, on continuera sur des nouvelles émeutes urbaines dans 5 à 10 ans, et peut-être qu'elles seront encore plus violentes que celles qu'on a connues en 2005 et en 2023. Si cette personne a été jugée et qu'elle a payé, il y a aucun lien logiquement, et je reviens sur ce sujet de responsabilité du maire. C'est à la limite au juge dans son délibéré de dire voilà, la famille peut faire ça, peut demander, peut obtenir tel ou tel droit. C'est pénal, c'est pas civil. Et alors, il peut y avoir des points d'attention, des messages clairs. Je vois pas. J'ai du mal à voir le lien entre la famille, surtout pour quelqu'un qui a 19 ans. Du coup, c'est ça que je comprends pas. Allez, on va passer au dernier sujet. On va voyager. Cap l'hémisphère sud, direction l'Argentine, où Javier Milei, le président, a présenté la facture aux organisateurs d'une manifestation d'opposition à son régime. Il réclame 60 millions de pesos, ça va à peu près 70 000 euros, aux organisateurs du premier rassemblement contre la politique d'austérité. Alors, la somme doit permettre de compenser les frais engagés par l'État pour sécuriser la manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je rappelle qu'en France, par exemple, les clubs de football payent les CRS qui viennent assurer la sécurité des stades avant les matchs. Et est-ce que, en France, par contre, les manifestants, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça pose pas question? Parce que les grosses organisations syndicales qui pourront payer auront le droit de manifester, et les petites qui n'auront pas les moyens n'auront pas le droit. Qu'est-ce que vous en pensez, William Tay? Je pense que c'est important que les gens ont le droit de manifester dans une démocratie, seulement le droit de manifester n'autorise pas aux manifestants le droit de foutre le bordel dans notre pays. Vous avez un certain nombre de manifestants qui quand même
depuis le début de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2007, font en sorte que le quotidien des Français devienne insupportable, notamment à chacune des manifestations. Je pense notamment aux commerçants, avec les gilets jaunes. Ça ne veut pas dire que la cause des gilets jaunes était injuste. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui payent, ce sont plutôt les Français lambda, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas Emmanuel Macron. Il y a eu des 1er mai aussi où les casseurs se sont donnés à cœur joie, les Black Blocs. Exactement, et comme je parlais tout à l'heure du principe de responsabilité, je vais essayer de rester cohérent, c'est-à-dire que, est-ce qu'on a le droit d'organiser une manif? Oui. Est-ce que pour autant la manifestation impose aux autres d'en subir les conséquences? Je pense notamment à ceux qui organisent des manifestations pendant les fêtes de Noël et qui prennent en otage l'ensemble des transports publics. Est-ce que je pense notamment aux manifestants qui prennent en otage l'ensemble des travailleurs français lors de la réforme des retraites? Est-ce que ça doit être un type de comportement de manifestant qui permet notamment d'encourager au dialogue, à la responsabilité ou ce qu'on appelle un syndicalisme à la demande? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Ensuite, après, il y a quand même un point, c'est quand même la sécurisation des manifestants, des manifestations, c'est-à-dire est-ce que c'est à l'ensemble du bien public de faire en sorte que le droit de manifestation soit opéré, ou est-ce qu'on doit faire en sorte de faire à minima une coproduction comme avec le service d'ordre de la CGT qui permet de sécuriser la manifestation? Parce que est-ce qu'à chaque fois c'est tout le temps aux mêmes personnes de subir les conséquences de chacune des manifestations? C'est la question qui est posée. Je pense qu'il faut encadrer le droit de manifestation, notamment d'un point de vue en termes de date et d'un point de vue concret. Farid Temsamani. Il y a une règle qui est très simple. Pour manifester, il faut payer. Mais pour manifester, il faut déjà déposer une demande de manifestation. Oui. Où vous vous engagez d'un point de vue pénal, justement, à être responsable des troubles, etc., etc. Et moi, je pense que, dans la limite du raisonnable, il faut effectivement parler tout à l'heure de responsabilisation. Il faut responsabiliser également les organisations qui demandent à manifester. Là où, en fait, ça peut être gênant, parce qu'on le voit dans quel contexte c'est mis en place, notamment en Argentine, où l'histoire récente est assez dictature qui a commencé en 76 et qui s'est terminée en 82, 83. Exactement. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la limite de ce type de raisonnement, il faut faire très attention à ne pas basculer dans ce qu'on appelle l'autoritarisme. Mais moi, sur le principe de faire payer des gens lorsqu'ils cassent, lorsqu'il y a des débordements, je rappelle que les forces de l'ordre sont payées et que ça a un coût extrêmement cher pour nos impôts, et à mon avis, il faut aller dans ce sens-là. Mais je vais faire un parallèle lorsqu'on est à la montagne et que malheureusement on est obligé de se faire électroyer parce que on s'est cassé la figure, etc. Eh bien, très souvent, on nous ramène la facture quelques mois après. Alors, ce qu'il y a d'aberrant, c'est qu'on vous ramène la facture, vous n'avez pas pris l'assurance sur les pistes, mais si vous êtes hors piste, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était le cas il y a quelques années, là, les secours étaient gratuits, ce que je trouvais pour ma part absolument scandaleux, soit dit en passant. Avec un coût extraordinaire. Hein. L'heure d'hélicoptère, ça coûte une fortune. Plus les pelotons de gendarmerie de haute montagne. T'es originaire des Hautes-Pyrénées et ayant passé beaucoup de vacances, je connais bien la problématique. Pierre-Yves Martin. Non, mais je pense que ça vaudrait le coup de regarder un petit peu plus attentivement comment, quand on fait une demande à la préfecture pour manifester, quels sont les éléments qui sont vraiment pris en compte et qu'est-ce qu'on vous demande en termes de responsabilité, qu'est-ce qui est formalisé. Après que quand il y a des débordements, les organisateurs soient pécuniairement responsables, je trouve ça complètement normal, pardon. Quand je vois aussi les dernières manifestations, alors le problème c'est que il y a une information, il y a une manifestation, il y a des débordements, donc on voit des images, mais après on sait jamais ce qui se passe. Vous savez pourquoi ? 2 mois, 3 mois après, on sait pas ce qui se passe, on sait pas si les fauteurs de troubles ont été retrouvés, ont été jugés, enfin, dans la majorité des cas, c'est un peu compliqué, c'est ce fameux rapport à l'instantanéité. On est dans un pays sur un certain nombre de points assez laxiste, et en réalité, l'autorité publique ne va pas plus loin que ça. Vous avez beau dire, voilà, telle personne est responsable, parce qu'en fait, vous identifiez des personnes physiques dans l'organisation, mais en réalité, lorsqu'il y a des débordements, etc., on va rarement au-delà de ça. William T. Je voulais rajouter quand même quelque chose, c'était pour certaines manifestations, il y a quand même les policiers qui prennent la double peine, c'est-à-dire qu'ils sont censés venir sécuriser la manifestation et ils reçoivent des jets de projectiles, notamment des black blocs et des manifestants d'ultra-gauche, notamment à Sainte-Soline, et tous les 2-3 mois, il y a une manifestation organisée par les écologistes ultra-durs, les ayatollahs verts. L'autre point qui est quand même posé, je pense quand même, c'est qu'en France, on est quand même dans une certaine inversion des valeurs. C'est-à-dire que vous organisez une manifestation, vous venez casser l'État et vous demandez ensuite après à l'État de payer ce que vous avez cassé. C'est quand même fantastique, mais ça résume bien les mots français. Merci beaucoup William Tay, président du think tank Le Millénaire. Merci beaucoup Farid Temsamani, consultant en intelligence économique et porte-parole de l'association Banlieue Plus. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin, consultant. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous prenez un peu de vacances.
si vous êtes déjà en vacances. Noël, c'est fait. Le jour de l'an approche à grands pas. Dans quelques instants, on va parler du trafic d'êtres humains suite à l'affaire de l'Airbus A340 qui a passé plusieurs jours sur l'aéroport de Vatry dans la Marne. On en parlera avec Nathalie Goulet, sénatrice UDI, auteur d'un rapport sur le sujet et auteur également d'un livre, l'abécédaire du financement du terrorisme, publié aux éditions du Cherche Midi. Ensuite, notre livre du jour, Jean Garrigue, Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble. C'est publié chez Payot Histoire. Ça commence à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Et ça se termine dans une date que nul d'entre nous n'a oubliée, le 12 juillet 1998. Vous voulez lui poser vos questions? Appelez le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Jusqu'au 8, la météo Sud Radio. Avec les fromages de brebis Matoc, l'affineur des Pyrénées. Bonjour Rémi André, sur le sud-ouest c'est ensoleillé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sur la moitié sud, le temps est plutôt ensoleillé. Sauf que dans le sud-ouest, notamment vallée de Garonne, ainsi que sur une partie de la Gascogne, les brouillards de ce matin persistent encore. Ils devraient se dissiper cet après-midi. Donc, c'est du soleil sur la moitié sud et des températures qui remontent. Températures, malgré tout, assez limitées aux alentours de 10 à 15 degrés. Des températures qui peuvent tout de même, du côté de Perpignan, atteindre les 19 à 20 degrés. Sur la moitié nord, bien là, ce sont plutôt les nuages qui dominent, même si on aperçoit par endroits quelques éclaircies, notamment depuis la Normandie jusque vers les Hauts-de-France. Alors des nuages, des éclaircies, mais les nuages deviennent plus nombreux dans la soirée sur les bords de la Manche, avec quelques gouttes encore possibles. Quant aux températures, là, elles n'évoluent quasiment pas, toujours comprises entre 8 et 14 degrés. Demain, c'est une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne et par la Manche avec du vent. Alors le vent va se renforcer depuis la pointe bretonne jusque vers les Hauts-de-France. La pluie d'ailleurs va peu à peu balayer ces régions, mais ailleurs, le temps restera encore bien calme avec du vent de secteur sud qui restera toujours très doux. D'ailleurs, au pied des Pyrénées, on pourrait atteindre les 17 à 19 degrés et le vent d'OTAN, lui, va se mettre à souffler et le vent marin près de la Méditerranée ramènera des entrées maritimes. Merci beaucoup Rémi André. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. On va désormais parler du trafic d'êtres humains. Je vais rappeler, ça va peut-être être un peu long parce que c'est fastidieux pour bien comprendre le sujet. Après 4 jours d'atermoiements administratifs et judiciaires, l'A340 clouée au sol à l'aéroport de Vatry est finalement reparti hier vers Bombay. 276 passagers sur les 303 Indiens initialement présents ont pris place à bord. L'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines devait relier Dubaï à Managua au Nicaragua. L'engin ne devait effectuer qu'une escale technique d'1 heure à l'aéroport de Vatry, mais un signalement anonyme a été émis selon lequel des passagers étaient susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains. L'avion a alors été immobilisé, les passagers confinés dans le hall d'accueil de l'aéroport transformés en zone d'attente. Ces 303 Indiens, probablement des travailleurs aux Émirats Arabes Unis, pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin de tenter ensuite d'entrer illégalement aux USA ou au Canada. Une information judiciaire a été ouverte pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. La qualification de tête des êtres humains en bande organisée n'a finalement pas été retenue à ce stade. 2 passagers soupçonnés d'être des passeurs avaient été placés en garde à vue. Ils ont finalement été laissés libres sous le statut de témoin assisté à l'issue de leur interrogatoire. Ils se sont toutefois vus délivrer une OQTF. Outre ces 2 Indiens, 25 personnes dont 5 mineurs restent elles aussi en France après avoir formulé une demande d'asile. Celle-ci va être analysée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et ils bénéficieront d'un entretien avec l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et apatrides. Nous sommes en compagnie de Nathalie Goulet, sénatrice UDI, auteure d'un rapport sur le sujet et d'un livre, l'abécédaire du financement du terrorisme, publié aux éditions du Cherche Midi. Nathalie Goulet, bonjour. Oui, bonjour. J'ai pas fait de rapport sur le sujet, mais j'ai travaillé, oui. Oui, vous avez travaillé sur le sujet. Alors, j'ai reconceptualisé l'idée parce que les auditeurs ne le savaient peut-être pas. Vous parlez de cette opération de la police comme d'un excellent signal. Pourquoi ? Écoutez, il y a eu un signalement. Et donc le système s'est mis en place et les autorités ont fait ce qu'il fallait pour vérifier. Moi, je pense que c'est un très bon éclairage et c'est surtout une alerte pour les gens qui pourraient utiliser des aéroports secondaires pour faciliter un certain nombre de trafics. Donc le système a fonctionné, les passagers ont été contrôlés. Vous avez vu qu'il y avait 26 personnes qui ont demandé l'asile, donc ça veut dire qu'elles n'étaient pas tellement
extrêmement favorable à l'idée de partir au Nicaragua, et que par ailleurs l'avion est reparti en Inde. Oui. Et donc n'a pas terminé son périple. Ça veut aussi dire que le fait que des autorités de police et des autorités judiciaires se soient penchées sur cet avion a peut-être permis d'arrêter, en tous les cas, arrêter la course vers le Nicaragua, et les Indiens sont rentrés chez eux. Voilà. Donc, après, on peut broder sur un tas d'hypothèses parce qu'on les connaît pas. Mais je pense que c'est un très très bon signal, en effet. Alors, la qualification de traite des êtres humains en bande organisée n'a finalement pas été retenue à ce stade. Alors, je ne vais pas vous demander pourquoi, parce que vous n'avez pas le dossier, mais qu'est-ce qui permet de qualifier un acte de traite des êtres humains en bande organisée ? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, je pense qu'on n'a pas encore identifié les réseaux. Ni les motifs de cette opération. C'est la raison pour laquelle la bande organisée n'a pas pu être qualifiée. Et c'est très bien comme ça. On est dans un état de droit. Je veux dire, ça les change d'autres pays où il y a précisément pas d'état de droit, dont a priori le pays où il devait atterrir, qui n'est pas très très sûr non plus de ce point de vue-là, qui est quand même un narco-État. Où on a quand même aussi un certain nombre de sujets très très importants à traiter. Donc la qualification n'a pas été retenue parce qu'on a des autorités judiciaires qui sont tout à fait compétentes et qui n'avaient pas les éléments pour le qualifier. Alors, 2 Indiens soupçonnés d'être des passeurs ont été libérés. Ils sont mis sous OQTF, on en a parlé tout à l'heure à 11h moins le quart. Les OQTF, c'est à peine 7% qui sont réalisés. Est-ce que c'est logique et est-ce qu'on a des chances que leur OQTF soit exécuté ? C'est l'ordonnance de quitter le territoire. Bon, d'abord, je pense qu'ils n'ont aucune raison de rester ici. Il faudra voir si l'Inde, dont ils sont ressortissants, accepte de les accueillir. Et dans ces cas-là, oui. Alors, parce qu'ils ont peut-être un autre passeport, peut-être qu'ils sont aussi résidents aux Émirats ou ailleurs. Hein. D'accord. Vous qui avez travaillé sur ces dossiers du trafic d'êtres humains, est-ce que c'est une des principales filières d'immigration clandestine, Nathalie Goulet ? Ah oui, ça en est une. Il y a à peu près 40 millions de personnes qui sont touchées dans le monde, donc 25 millions en situation de travail forcé. C'est quand même un revenu qui doit aujourd'hui dépasser 150 milliards de dollars. C'est quand même énorme, dont 5 à 7 milliards par an pour le trafic de migrants. Donc oui, incontestablement, c'est un sujet. Oui. Alors, vous avez alerté dans votre livre, je redonne le titre, l'abécédaire du financement du terrorisme. C'est pas un vrai sujet de Noël, mais en même temps, ce serait un beau cadeau. Voilà. Oui. Vous savez, il y a eu les étrennes sous le sapin, on peut acheter un livre, dont le vôtre, évidemment. Oui, mais c'est quand même pas un sujet de Noël. Mais bon, merci. C'est pas le sujet le plus joyeux qui est, c'est sûr. Non, pas du tout. Le trafic d'êtres humains finance les filières terroristes. Expliquez-nous comment. Alors moi, je vous avais reçu quand le livre était sorti, mais réexpliquez-nous comment. Eh bien, vous avez évidemment des gens qui tirent profit. On se rappelle évidemment des femmes yézidis avec Daesh. Leur vente et leur exploitation servaient à financer le terrorisme de Daesh. Ça existe évidemment aussi en Afrique. Et vous savez il y a aussi malheureusement le trafic d'organes, il y a l'exploitation sexuelle, il y a les activités criminelles forcées. Et bon, alors peut-être que je regarde trop de séries policières, mais le lien entre un avion avec des Indiens, c'est peut-être pour aller aux États-Unis, au Canada, mais le Nicaragua, c'est quand même un narco-État. Je dis, on peut pas complètement exclure qu'il y ait des liens avec un trafic de drogue absolument évident au Nicaragua. Alors, outre le trafic d'êtres humains qui finance le terrorisme, c'est quoi le trafic d'êtres humains ? C'est géré par quoi ? Par des mafias ? Par quoi ? En général. Parfois par des familles, parfois par des mafias, par des groupes comme en Afrique, où il y a évidemment un certain nombre de groupes qui kidnappent les femmes pour exploitation sexuelle. Oui, c'est notamment ce qu'on appelait la mafia nigériane, qui avait beaucoup de filles qui travaillaient dans les camionnettes. Il y a quelques années, il y a quelques temps, il y a eu une grosse filière, ou des Ghanéennes aussi, une fois, qui avait été démantelée.
Oui, mais vous avez aussi des trafics d'organes qui avaient été... Boko Haram utilisait beaucoup le trafic d'organes, et comme les Shebab aussi, qui sont un groupe terroriste. Non, malheureusement, c'est un sujet, et vous voyez comment ça se passe maintenant en Afrique de l'Ouest, où la situation sécuritaire est terrifiante, mais elle est aussi terrifiante pour les habitants. Et est-ce que c'est très rentable, par rapport au trafic de drogue ou au trafic d'armes, c'est rentable le trafic d'êtres humains, Nathalie Goulet? Oui. Malheureusement, oui. Parce que si vous voulez, les gens qui sont victimes de ces filières ont évidemment peur de les dénoncer. Et les sanctions sont difficiles parce qu'en général, les trafics sont internationaux. On attend encore le procès de Daesh sur l'exploitation, par exemple, des Yézidis, qui est un cas que tout le monde a vu. Bon, on l'a un peu oublié parce qu'on a tous une mémoire de poisson rouge, mais vous vous rappelez de ces femmes enchaînées, vendues comme esclaves sur des marchés. Je veux dire, c'est l'exemple le plus frappant de ces dernières années, avec d'autres types de trafic de migrants, mais là, c'était sous nos yeux tous les jours. Et c'était très rentable, et les sanctions sont toujours pas tombées. Alors, outre ces 2 Indiens, il y a 25 autres personnes, dont 5 mineurs, qui vont faire une demande d'asile. Oui. Est-il logique d'accepter les demandes d'asile alors que les passagers devaient partir au Nicaragua, qu'ils arrivaient de Dubaï et que donc c'était juste une escale technique en France? Alors là, je pense que les autorités qui sont chargées de l'asile et l'immigration, dont on a quand même un peu parlé ces dernières semaines, vont regarder si leur demande répond aux critères d'acceptation. J'ai vu qu'il y avait aussi un bébé de quelques mois. Il faut voir dans quelle situation sont ces personnes de façon individuelle. L'OFPRA va être saisie et on va voir s'ils remplissent les critères pour recevoir l'asile en France. Là, évidemment, ce sont les autorités qui s'occupent de ça qui vont pouvoir le dire. Mais il faut voir, ça veut dire quand même qu'ils étaient dans une relative détresse et que le fait d'aller au Nicaragua n'était pas forcément leur consentement. D'accord. Est-ce qu'il faut réformer le droit d'asile ? Moi je pense qu'il faut améliorer le droit d'asile. C'est l'honneur de la France d'avoir un droit d'asile. On l'a vu pour les Syriens au moment de la guerre, on l'a vu pour les Ukrainiens, on le voit pour des Iraniens ou des Afghans qui sont menacés dans leur pays, et pour un tas d'autres personnes qui sont menacées dans leur pays. Le droit d'asile, c'est l'honneur de la France. Donc moi je pense qu'il faut accueillir moins et il faut accueillir mieux. Mais l'asile, c'est très très important pour la France, oui. Qui reste une terre pour ça, mais il y a des critères. Il faut être menacé, il faut avoir remplir un certain nombre de critères pour l'asile. C'est pas pareil que l'immigration. Est-ce que la loi immigration, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup jaser, qui fait encore jaser, qui va passer au Conseil constitutionnel, est-ce qu'elle permettrait, si elle était exécutée in extenso, sans aucune retouche du Conseil constitutionnel, ce qui est a priori peu probable, est-ce qu'elle permettrait de solutionner ce type de filière d'immigration clandestine, y compris de trafic d'êtres humains ? Non, mais je pense que les règles internationales et la loi telle qu'elle existe aujourd'hui pourraient déjà être appliquées et seraient suffisantes. Il faut une coopération internationale beaucoup plus forte. Interpol est vraiment très préoccupé de ce sujet, comme d'autres groupes qui luttent contre la délinquance organisée et évidemment le trafic d'êtres humains. Ça fait l'objet de très nombreuses coopérations internationales qui fonctionnent. On ne fait pas du trafic d'êtres humains franco-français. C'est forcément au niveau européen, c'est forcément au niveau international. Vous voyez là, c'est des Indiens qui arrivent des Émirats et qui se sont posés pour une escale technique en France. Dans une compagnie roumaine. Dans une compagnie roumaine, voilà. Donc vous voyez que le sujet est international, mais notamment Interpol, il travaille beaucoup avec ces filières et avec évidemment tous les commissariats aux droits de l'homme, l'ONU, l'UNESCO et tous les autres. Et puis il y a des cellules, des comités d'experts qui travaillent sur ces sujets, notamment sur les trafics d'organes. Tout ça fait l'objet d'une coopération internationale extrêmement bien organisée. Peut-être qu'il faudrait, à l'aune de cette affaire, revoir les moyens qui sont alloués et puis faire un petit point de cette coopération. Ce serait peut-être l'occasion d'y retravailler pour voir son efficacité. Mais le Interpol, il travaille énormément. Il y a un département d'Interpol qui travaille complètement sur ce sujet qui est consacré. Merci beaucoup Nathalie Goulet, sénatrice UDI qui a travaillé sur le trafic d'êtres humains et auteur de l'ABCDR du financement du terrorisme, publié aux éditions du Cherche Midi. Si vous avez eu des sous le sapin, c'est un excellent
excellent livre, vous pouvez l'acheter. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Et un autre excellent livre, si vous ne l'avez pas encore, il va falloir le lire. Alors surtout si vous êtes passionné d'histoire et de l'histoire festive, ça fait du bien en cette période de fête. Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, publié chez Payot Histoire. C'est une des vraies voix qui est avec nous, Jean Garrigue. Ça commence à la fête de la Fédération. Bon, là, il y a peu de souvenirs. Ça se termine le 12 juillet 98, en passant par la Libération, 14-18, Louis-Philippe, etc. Les Français ont fait beaucoup de fois la fête. Vous voulez poser vos questions à Jean Garrigue, le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. C'est Cécile de Ménibus. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.